Bonjour, Anne-Claire Bonneville, je suis maître de conférence à l'INALCO. Je suis rattachée au centre de recherche le CERMOM et je travaille sur l'histoire de l'Égypte contemporaine au 19e et 20e siècle. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Égypte va voir son statut changer. L'Égypte était auparavant une province de l'Empire ottoman et était occupée par les Britanniques depuis 1882. Et le statut de l'Égypte change. L'Égypte devient un protectorat le 18 décembre 1914 à la suite d'une proclamation qui est faite par le gouvernement britannique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les liens avec l'Empire ottoman sont rompus, des liens très anciens puisqu'ils datent du XVIe siècle, de 1517. Avec la proclamation du protectorat, on va aussi avoir un nouveau dirigeant. Ça montre vraiment les ruptures qu'il y a avec la période antérieure. Bon, c'est un dirigeant qui est pris dans la famille de Mehemet Ali. C'est un des fils du Khedive Ismaïl, c'est Hussein Kamil qui va aussi prendre le titre de sultan. Là aussi une rupture avec la période antérieure. Hussein Kamil qui est né en 1853. Il a été élevé en grande partie à Paris, ce qui explique que les Français accueillent assez favorablement l'arrivée de ce nouveau sultan à la tête de l'Égypte. Hussein Kamil meurt en 1917 et il est remplacé par son frère, qui est Fouad, qui est né en 1868 et qui va rester à la tête de l'Égypte jusqu'en 1936. Cette période de l'Égypte est marquée par la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire par une présence militaire très importante de soldats britanniques et du Commonwealth. Ce qui fait que les relations vont devenir assez compliquées entre les Britanniques et les Australiens notamment, ou les Néo-Zélandais qui sont sur place, et la population égyptienne. Des relations qui sont souvent en fait de l'ordre de la friction ou des altercations avec la population. On a aussi, lié à cette guerre, beaucoup de ponctions qui sont opérées sur la population. On va prélever de la nourriture, des animaux. On va aussi faire appel aux hommes. Alors au démarrage, c'est un volontariat, mais ça va se transformer en un système beaucoup plus rigide et beaucoup plus strict. Et là aussi, ça va amener beaucoup de colère. Les gens ont l'impression qu'on leur prend les hommes, les maris, les fils, les époux dans les familles pour aller à la guerre, alors que l'Égypte ne n'est pas un belligérant et que en plus en 1914, ou peu avant la proclamation du protectorat, les Britanniques ont promis que les Égyptiens n'auraient pas à participer à la guerre. Voilà. Donc, évidemment, ça génère beaucoup de colère. Les militaires sont aussi très présents dans l'administration, dans la gestion politique de l'Égypte. Alors là, c'est plutôt les élites qui n'apprécient pas beaucoup les choses. Et on a, en somme, tous les ingrédients pour que, à la fin de la guerre, on ait une explosion assez rapidement. La sortie de la guerre va assez mal se passer parce que à ces éléments de colère qu'on a vu se développer dans le pays, eh bien, vous avez en plus des évolutions au plan international. Et l'année 1918, elle est marquée par une rhétorique qui est la rhétorique du président américain Wilson autour des fameux 14 points de Wilson et de ce qu'on va en tirer, à savoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis, les Français et les Britanniques ont aussi fait des promesses en 1918 aux populations arabes. Et du coup, tous ces éléments se conjuguant, on va avoir le 13 novembre 1918, de la part d'une petite délégation de députés de l'ancienne Assemblée égyptienne, une petite délégation qui vient demander la révision du statut de l'Égypte. Ce qui d'ailleurs mettra en colère le Foreign Office. Le Foreign Office estimera que le haut-commissaire britannique a été très maladroit en acceptant la visite de cette petite délégation.
Les Britanniques refusent, disent en gros qu'ils ont d'autres choses à faire en ce moment et d'autres préoccupations, ce qui met les Égyptiens très en colère et l'agitation va progressivement prendre de l'ampleur au début, dans les tout premiers mois du mois de l'année 1919. Et pour calmer les choses, les Britanniques se disent que le meilleur moyen, c'est de déporter les agitateurs, donc Saad Zarloul et quelques-uns de ses compagnons. Et en fait, en déportant Zarloul, eh bien, un mouvement d'ampleur se déclenche en Égypte, et c'est ce qu'on va appeler la révolution de 1919. On est en mars 1919. Et il va se maintenir, alors sous des formes moins violentes que l'année 1919, enfin le mois de mars 1919 en tant que tel, mais ce mouvement se prolongera jusqu'en février 1922 et débouche sur l'indépendance de l'Égypte acquise en 1922. Le 28 février 1922, par une nouvelle proclamation, les Britanniques accordent à l'Égypte son indépendance, avec néanmoins 4 réserves, et c'est évidemment très important d'avoir à l'esprit ces 4 réserves. C'est donc une indépendance qui est tronquée, et on s'apercevra que c'est une indépendance essentiellement déjurée et pas véritable. 4 réserves qui sont d'abord la sécurité des communications de l'Empire britannique, qui passe par le canal de Suez. La deuxième réserve, c'est que il faut assurer la défense de l'Égypte contre toute agression étrangère ou toute ingérence directe ou indirecte, et cela ne peut se faire qu'avec une armée solide. Quelle est cette armée solide sur laquelle on puisse s'appuyer? Évidemment, c'est l'armée britannique. La troisième réserve concerne la protection des étrangers et des minorités, et c'est un élément qui est mis en avant en fait à partir de 1921, parce qu'il y a un épisode qui est en général passé sous silence dans l'historiographie, parce que les Égyptiens ont été assez gênés avec cet épisode qui a lieu le 23 mai 1921 à Alexandrie. Une explosion de violence entre communautés qui fait quand même 70 morts, 500 blessés. Et à l'époque, les contemporains comparent cette explosion de violence de mai 1921 à ce qui s'est passé à Alexandrie également en 1882 et qui a en fait enclenché l'arrivée des Britanniques dans le pays et le début de l'occupation. Donc, les Britanniques, à partir de cet épisode du 23 mai 1921, vont indiquer qu'ils assureront désormais la protection des étrangers et des minorités, puisque le gouvernement égyptien n'a pas été en mesure de le faire à ce moment-là. Et puis la quatrième réserve concerne le Soudan qui est en fait un condominium anglo-égyptien. Le Soudan est géré depuis 1899 et la reconquête du Soudan par l'armée égyptienne. Il est géré par à la fois les Britanniques et les Égyptiens, les Britanniques ayant la part belle dans cette gestion. Voilà, tous ces éléments, en tout cas, toutes ces réserves justifient le maintien de soldats britanniques en Égypte. Donc l'Égypte devient indépendante en droit, mais il y a tous les éléments d'une permanence de l'occupation britannique sous une autre forme, en quelque sorte. Et comme l'Égypte devient indépendante, eh bien, elle doit adopter un nouveau régime. Ouais, c'est un nouveau temps dans l'histoire de l'Égypte, dans l'histoire politique de l'Égypte. En avril 1922, une constitution est adoptée, une constitution qui a été rédigée par un comité et non par une assemblée constituante. Alors évidemment, sur un comité constitutionnel, on a plus d'influence que sur une assemblée constituante. Le roi valide cette constitution en avril 1923, donc se met en place une monarchie, et on a non plus un sultan à partir de ce moment-là, mais on aura un roi d'Égypte.
Et ce roi est tout simplement Fouad, qui de sultan devient roi, euh, avec cette espèce, cette fois-ci, de permanence. Autant on a eu une rupture en décembre 1914, autant on a une espèce de continuité entre l'année 1922 et puis les années qui suivent. Le roi a un pouvoir considérable, en fait. Il y a tout un débat depuis le début du siècle sur la limitation des pouvoirs du souverain. Et dans cette constitution, eh bien, on va affirmer une nette prépondérance du roi sur la Chambre. Et cela va générer tout simplement un conflit entre le monarque et le parti le plus important dans l'Égypte à ce moment-là, qui est le Wafd, issu de la petite délégation qu'on a vue en novembre 1918. Et ce conflit du roi et du Wafd va se prolonger jusqu'en 1950. Sur la période de la monarchie qui donc débute en 1923 et qui va se prolonger jusqu'en 1952, même 1953 officiellement si on s'en tient aux termes juridiques. On aura deux souverains principaux, on aura Fouad, on aura son fils Farouk, Farouk qui est né en 1920, qui monte sur le trône en 1936, qui restera roi jusqu'à ce qu'il soit obligé d'abdiquer en juillet 1952, et lui succédera à ce moment-là son fils tout juste né et qui restera, enfin qui ne régnera pas à proprement parler puisqu'il y a un conseil de régence jusqu'en 1953 et en 1953 la République est proclamée. On a vu, l'indépendance ne fait pas partir les Britanniques. Et cette question de la présence britannique va amener à un certain nombre de négociations. Alors, en 1936, un traité est signé. Et on a l'impression, et à l'époque, c'est vu comme une grande victoire, 1936, un traité est signé. C'est finalement le premier traité qui est signé entre un gouvernement égyptien et des Britanniques. C'est le premier traité parce qu'on a vu qu'en 1882, les Britanniques s'installent. En 1914, ils changent le statut par proclamation. En 1922, la modification se fait aussi par proclamation. Donc 1936, voilà un traité qui légalise finalement la présence des soldats britanniques sur les rives du canal de Suez. Ils sont là pour défendre l'Égypte, pour assurer la sécurité des communications de l'Empire, jusqu'à ce que l'armée égyptienne soit suffisamment forte pour assurer à son tour cette protection de l'Égypte. Et du coup, en lien avec cela, eh bien, l'armée égyptienne va pouvoir se développer. On va tout de suite ouvrir les portes de l'académie militaire pour former des officiers. C'est comme ça qu'on aura un Nasser, par exemple, ou un Sadat qui rentreront dans l'armée égyptienne. En dépit de ce traité, la question de la présence britannique n'est pas réglée et elle est relancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un épisode très important qui s'appelle l'incident de Abdin, qui a lieu en février 1942. Ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, l'ambassadeur britannique se rend devant le palais Abdin avec les chars britanniques et va imposer au roi Farouk le nom du nouveau Premier ministre et chef de gouvernement de l'Égypte. Un chef de gouvernement qui est plutôt favorable, bien sûr, à la cause britannique. 1942, on n'est pas très loin de la bataille d'Al Alamein. Donc l'avancée des troupes italo-germaniques en direction d'Alexandrie. Voilà, donc il faut, pour les Anglais, c'est important d'avoir un gouvernement à la tête de l'Égypte qui soit favorable à la cause britannique.
Cet épisode, on ne va pas beaucoup en parler en 1942 et dans les 2 années qui suivent parce que la presse est très contrôlée, mais dès 1945, le sujet est évoqué et donc relance la question de la présence militaire britannique en Égypte. Finalement, tant qu'il y aura des soldats britanniques en Égypte, eh bien, l'ambassadeur aura un pouvoir suffisant pour imposer les vues britanniques au roi d'Égypte. Les négociations seront engagées en 46, en 48, à nouveau en 1950. Elles n'aboutissent jamais. On va même faire appel à l'ONU. Aucun accord n'est signé parce que la, la question internationale vient en plus s'ajouter à cette relation bilatérale. C'est le début de la guerre froide. Voilà. Donc ça, c'est une question qui va se retrouver sur toute la période de la monarchie. On a une troisième question qui va aussi se retrouver pendant la période de la monarchie, qui prend beaucoup d'ampleur après la Seconde Guerre mondiale, surtout, c'est la question sociale. La question sociale qui est liée à la démographie égyptienne qui euh, commence à prendre de l'ampleur. Euh, on a aussi beaucoup d'étudiants, un développement de la classe ouvrière et tous ces éléments-là déstabilisent en fait les rapports sociaux qui étaient organisés autour d'une structure très agraire de possession terrienne. Le pouvoir était confisqué par les grands propriétaires qui ne sont pas nécessairement favorables à une politique sociale. Et donc cette question sociale, on la voit aussi se développer après la Seconde Guerre mondiale. On a un certain nombre de thèmes qui sont portés par la classe politique, mais elle n'est pas en mesure d'apporter une réponse satisfaisante, ce qui génère de la lassitude dans la population. Et on le voit à travers la participation aux élections. Les élections de 1950, dans les grandes villes, on a une participation autour de 25%. Voilà. Lassitude de la population face à ces conflits, au fait qu'on n'arrive pas à dénouer les différentes questions. Le deuxième aspect, c'est la surenchère qui a favorisé la violence. Un exemple de cette violence, c'est l'incendie du Caire en janvier 1952. Le troisième élément, les hommes politiques se sont déconsidérés. Ils se sont déconsidérés par leurs accusations réciproques, par leurs scandales aussi. Et il faut évoquer la façon dont le roi vit, le roi Farouk vit une vie un peu dissolue qui ne correspond pas en tout cas tout à fait aux critères de ce que les Égyptiens attendaient. Et le pouvoir politique, que ce soit le monarque ou que ce soit même les hommes politiques, se sont déconsidérés aux yeux de la population. Et un dernier élément qui va jouer, l'armée a été humiliée. Alors, dans un autre contexte, elle a été humiliée par la défaite de 1948 dans le premier conflit israélo-arabe. L'armée égyptienne a dû reculer face aux troupes israéliennes qui ont même à un moment donné pénétré dans la péninsule du Sinaï. Après cette guerre de 1948, on apprend qu'il y a eu de la corruption jusqu'au plus haut niveau de l'armée et qu'on a acheté des armes, et notamment des armes défectueuses qu'on a mis entre les mains des soldats, des armes éventuellement, des fusils qui pouvaient exploser entre les mains des soldats. Et cette corruption jusqu'au sommet de l'armée eh bien, heurte évidemment un certain nombre d'officiers, dont un petit groupe qui va se constituer en un mouvement qui s'appelle les officiers libres. Et ce mouvement des officiers libres, il apparaît dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952 sur la scène politique. Et il organise un coup d'État, il prend le pouvoir. Lorsque le pouvoir des officiers libres se met en place,
en fait, c'est une période d'hésitation. Et c'est une période d'hésitation de 2 ans. La spécificité de ce coup d'État, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de mort. La région connaît pas mal de coups d'État dans les années 50. Le coup d'État égyptien est un coup d'État dans lequel il n'y a quasiment pas de mort. Le mouvement des officiers libres s'est constitué en rassemblant ceux qui étaient opposés à la monarchie, mais sans avoir exactement prévu ce qui serait mis en place une fois que le pouvoir serait renversé. D'où ce temps d'hésitation de 2 ans. Faut-il conserver ou non la monarchie? Quel rapport doit-on avoir éventuellement avec les anciens dirigeants? Quel rapport doit-on avoir avec les nouvelles forces que l'on a sur la scène égyptienne? Je pense notamment aux frères musulmans. Et les choses vont petit à petit s'éclaircir dans une lutte d'influence, en gros, entre Neguib d'un côté, parce que il est plus connu que les autres officiers, et il s'est notamment fait remarquer en 1948 pour ses actes de bravoure. Et puis, l'autre protagoniste de cette scène politique pendant les 2 années, c'est Nasser, qui est d'abord en arrière de la scène politique et qui petit à petit va s'affirmer. Donc, hésitation. On commence par donner le pouvoir, en fait, à un ancien premier ministre du roi Farouk, mais comme ce mouvement des officiers libres veut se saisir de la question sociale qu'on a évoquée tout à l'heure et veut donner la terre à ceux qui la travaillent, ou en tout cas donner une partie de la terre à ceux qui la travaillent, veut mettre en place une réforme agraire très rapidement, puisque le coup d'État a lieu en juillet 1952 et que dès l'automne 1952, la réforme agraire se met en place pour limiter la propriété terrienne et redistribuer le surplus qui serait confisqué aux paysans. Eh bien, ces grands propriétaires terriens ne jouent pas vraiment le jeu. Et donc, en septembre 1952, Neguib va devoir prendre les rênes du pouvoir et il devient Premier ministre. Premier ministre d'une monarchie qui n'est pas encore abolie à ce moment-là. En juillet 1953, les officiers libres font le choix de supprimer les partis qui n'ont pas réussi à se réformer dans les 6 mois qui ont suivi le coup d'État. Et donc, le choix est fait de supprimer les différents partis. Et puis en juin 1953, le 18 juin 1953, la République sera proclamée.